Vous percevez l'univers à travers un mensonge rassurant. Le monde solide sur lequel vous vous tenez, l'écoulement linéaire du temps, la sensation même de votre poids, tout cela n'est que des abstractions filtrées. Le code brut de la réalité est bien plus étranger. Il n'existe aucun champ qui vous plaque au sol. Les atomes du sol refusent plutôt votre trajectoire réelle, obstruant votre chemin naturel dans une architecture à 4 dimensions. La sensation de poids est ce refus. L'univers ne vous tire pas vers le bas, la Terre vous pousse vers le haut. En véritable chute libre, un bref instant, vous touchez cette réalité plus profonde. Vous ne tombez pas, vous glissez le long d'un contour creusé dans la géométrie même de l'espace-temps. Ce tissu unifié dicte le mouvement de toute chose, du photon au superamas galactique. Nous suivons tous des voies invisibles dans un univers sans cesse réécrit. Quelle est cette influence qui courbe non seulement l'espace, mais aussi le temps, et que révèle sa vraie nature sur le début et la fin de tout? La réponse n'est pas une force, c'est le code source du cosmos. Notre premier contact avec la physique est préconscient. Un enfant lâche un jouet, il tombe. Une balle lancée en l'air revient. Ce phénomène constant et prévisible est un contrat silencieux entre la conscience et le cosmos, si fiable qu'il donne à toute vie un axe universel du haut et du bas. À l'échelle cellulaire, cette constance directionnelle façonne l'architecture des racines d'un arbre et l'orientation du système nerveux d'un embryon. Pendant des millénaires, c'était simplement ainsi, un axiome indiscuté de l'existence. La première tentative de le codifier vient du philosophe grec Aristote. Au IVe siècle AVJ-C, Aristote proposa un cosmos fondé sur la finalité et l'appartenance. Il imagina un univers avec un centre défini, la Terre. Chaque objet, pensait-il, possède le désir inné de regagner sa place naturelle. Une roche, faite de terre, cherche la terre. La fumée, forme d'air, s'élève pour rejoindre le ciel. De ce raisonnement, il conclut qu'une pierre plus lourde, plus terrestre, et donc plus pressée de rentrer chez elle, doit tomber plus vite qu'une plus légère. Cela semblait confirmé par l'observation. Une lourde pierre paraît chuter avec un dessin qu'une feuille flottante n'a pas. Ce modèle élégant expliqua la chute pendant près de 2000 ans. Dans cette vision, les cieux formaient un monde séparé, un royaume de perfection où étoiles et planètes, faites d'un 5e élément divin, tournaient en cercle parfait sur des sphères cristallines, loin des lois brouillonnes de la Terre. La première fissure décisive dans ce palais de cristal vint des expériences minutieuses de l'Italien Galileo Galilei. La légende des boulets lâchés de la tour de Pise est parlante, mais son œuvre réelle fut plus subtile et plus profonde. Le défi central était la mesure. Les chutes allaient trop vite pour être chronométrées avec les clepsydres ou les battements de pendule du XVIIe siècle. Galilée conçut donc une expérience pour diluer la gravité. En faisant rouler des billes polies sur un long plan incliné, il ralentit la descente jusqu'à la rendre mesurable. Patiemment, essai après essai, il mesura le temps nécessaire pour franchir des distances précises. En traçant ces données, un ordre caché émergea. La distance parcourue était toujours proportionnelle au carré du temps. Cette précision révéla une vérité saisissante. La bille n'avançait pas seulement, elle accélérait à taux constant. Plus important encore, cette accélération était la même pour tous les objets, indépendamment de leur masse ou de leur matière. Cela signifiait que, dans le vide parfait, sans résistance de l'air, un bloc de plomb et une plume accélèrent de manière identique et touchent le sol au même instant. Cette découverte unique porta un coup fatal à 2 millénaires de physique aristotélicienne. Galilée déplaça le but de la science, du « pourquoi » philosophique du désir interne au « comment » mathématique du mouvement. Il démontra qu'une loi universelle régit les corps en chute sur Terre. Il posa la pierre angulaire d'une nouvelle physique, mais laissa une question béante. Quelle est cette influence invisible et universelle qui produit une accélération si uniforme? Le monde était prêt pour un esprit capable de relier la bille roulante au silence des planètes. La scène était prête pour Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton possédait un esprit d'une clarté telle qu'il a, de fait, inventé la méthode scientifique moderne. L'histoire iconique parle d'une pomme, mais le fruit lui-même est sans importance. Le véritable déclic fut un moment d'intuition profonde. Newton vit tomber une pomme, tout en apercevant la lune dans le ciel diurne. Il se demanda alors, si une influence invisible arrache la pomme à l'arbre,
Cette influence s'étend-elle plus haut? Agit-elle sur la Lune? Le principe qui régit la chute d'un fruit pourrait-il être le même que celui qui chorégraphie les arcs silencieux et majestueux des planètes? Ce fut la première grande unification de la physique. En une seule question, Newton a bâti le vieux mur séparant la Terre chaotique et imparfaite des cieux divins et mécaniques. Dans son chef-d'œuvre de 687, les Principia Mathematica, Newton dévoila la loi de la gravitation universelle. Chaque particule de matière attire toutes les autres particules. Il montra que l'intensité de cette attraction ne dépend que de deux facteurs. Premièrement, elle est proportionnelle à la masse des objets. Plus de masse signifie un effet gravitationnel plus fort. Si l'on doublait la masse de la Terre, son influence sur vous doublerait et vous vous sentiriez 2 fois plus lourd. Deuxièmement, la force décroît avec la distance selon une loi en inverse du carré. Imaginez non pas une traction, mais un champ de lumière émanant d'un objet. Plus on s'éloigne, plus cette lumière se diffuse, et plus elle paraît faible. Si vous doublez votre distance à la source, l'intensité lumineuse chute à 1/4 de sa valeur initiale. De même, doubler la distance entre deux objets réduit leur attraction gravitationnelle à 1/4 de sa force de départ. Voilà pourquoi nous sommes ancrés à la Terre sans être arrachés à sa surface par le Soleil, pourtant incomparablement plus massif. Le Soleil est plus de 300 000 fois plus massif que la Terre, mais il est aussi presque 400 fois plus loin que la Lune. Cette immense distance dilue son influence en un guidage doux et persistant qui définit notre orbite annuelle. L'équation de Newton fut un triomphe. Avec une seule loi, il pouvait prédire la trajectoire d'un boulet, la chute d'une pomme, les orbites elliptiques complexes des planètes cartographiées par Kepler, et même la respiration rythmée des marées, le tout avec une précision stupéfiante. Il démontra que la Lune est dans un état de chute continue vers la Terre, gouvernée par la même influence que la pomme. Sa vitesse latérale immense fait que, tandis qu'elle tombe, la Terre courbe se dérobe sous elle. Elle manque sans cesse le sol et dessine une trajectoire stable que nous appelons une orbite. Pourtant, un fantôme hantait la mécanique newtonienne, l'action à distance. Comment le Soleil influençait-il la Terre à travers 150 millions de kilomètres de vide? Comment cette communication pouvait-elle être instantanée? Comment la Terre savait-elle que le Soleil était là? Newton n'avait aucun mécanisme physique. Il déclara fameusement « Je ne forge pas d'hypothèse », admettant n'avoir aucune idée. Il avait décrit le quoi de la gravité presque à la perfection, mais le comment fondamental restait un mystère troublant. Pendant plus de 2 siècles, la physique a vécu avec ce fantôme, dans l'attente d'un génie assez audacieux pour reconstruire notre concept de réalité depuis la base. Cela nous conduit à une distinction cruciale, une ligne de partage dans notre compréhension de l'univers. Tout ce que Newton a si bien décrit, cette traction invisible et instantanée, est ce que nous pouvons appeler fausse gravité. C'est une approximation incroyablement efficace pour la vie quotidienne, un raccourci mental qui permet de construire des ponts et de faire voler des avions. Mais c'est fondamentalement une illusion, un théâtre d'ombre qui laisse deviner une réalité bien plus étrange et profonde. C'est la dernière fois qu'il faut penser la gravité comme une traction. La vraie gravité est tout autre. Il n'y a pas de force, pas de corde invisible, aucune action instantanée à distance. Retenez-le, la gravité n'est pas une force. À la place, les concentrations de masse-énergie, comme notre Soleil, modifient quelque chose de plus fondamental. Les propriétés de l'univers à proximité. Elles changent les règles de la géométrie. Elles disent à l'espace-temps comment se courber. Et cette géométrie courbée dit en retour aux autres objets, comme la Terre, comment ils doivent de se mouvoir. La Terre n'est pas tirée par le Soleil. Elle vole en ligne qu'elle perçoit droite dans un univers déformé par la présence du Soleil. Imaginez une grille élastique parfaitement plane, remplissant tout l'espace. Placez maintenant une lourde bille au centre. La grille se déforme, ses lignes se courbant vers la bille. Une petite bille lancée sur la grille tentera de suivre une ligne droite, mais elle sera guidée vers une trajectoire courbe par la grille déformée. La Terre est cette bille, suivant les lignes ployées de l'espace-temps. Alors, quelle est la sensation de poids que vous ressentez? Ce n'est pas la gravité, c'est la force électromagnétique des atomes du sol qui pousse contre les vôtres, vous empêchant de suivre votre géodésique naturelle dans l'espace-temps courbé. Votre corps veut tomber le long de la route la plus droite possible,
mais la masse solide de la planète s'y oppose. Le poids et la sensation d'être empêché de passer. Quand un astronaute dans l'ISS flotte, ce n'est pas parce que la gravité a disparu. C'est parce que lui et la station autour de lui suivent enfin cette trajectoire naturelle et libre, un état de chute perpétuel autour de la Terre. Ce renversement complet, d'une force mystérieuse à une géométrie tangible, est le plus grand bond dans notre compréhension de la gravité. Et il est né dans l'esprit d'une seule personne. Le chapitre suivant ne commence pas dans un observatoire, mais dans un office des brevets à Berne, en Suisse, avec un jeune employé nommé Albert Einstein. Il était sur le point de prouver que la gravité, en tant que force, n'existe pas. Aucune information, aucune causalité, et donc aucune influence gravitationnelle ne peut voyager plus vite que la lumière. Si le Soleil disparaissait, les lois de Newton impliqueraient que la Terre quitterait instantanément son orbite. Einstein savait que c'était impossible. La zone nouvelle, gravitationnelle de la disparition du Soleil, doit voyager, et ce signal ne peut pas prendre moins que les 8 minutes nécessaires à la lumière pour parcourir cette distance. Ce paradoxe mena Einstein à ce qu'il appela « la pensée la plus heureuse de ma vie ». Il imagina un homme chutant d'un toit. En chute libre pure, il ne sentirait aucun poids. S'il vidait ses poches, ses clés et son portefeuille flotteraient à ses côtés, comme si la gravité avait disparu. C'est exactement ce que vivent les astronautes. On pense à tort qu'ils sont en apesanteur parce qu'ils ont échappé à la gravité terrestre. Ce n'est pas le cas. À leur altitude, la gravité vaut encore environ 90% de celle de la surface. Ils sont en apesanteur pour la même raison que l'homme en chute. Eux, et tous leurs vaisseaux, sont en état de chute libre continue, tombant vers la Terre, tout en avançant si vite de côté qu'ils la manquent sans cesse. De cette expérience de pensée, Einstein formula le principe d'équivalence. Dans un environnement clos et local, les effets de la gravité sont parfaitement indiscernables de ceux d'une accélération. Imaginez vous réveiller dans une pièce scellée, sans fenêtre. Vous sentez votre poids normal vous presser au sol. Vous lâchez une balle et elle tombe. Vous pourriez être à la surface de la Terre, ou bien dans une fusée, loin de toute planète, accélérant vers le haut à 9,8 mètres par seconde carrée de façon constante. Aucune expérience possible dans cette pièce ne pourrait distinguer les deux cas. C'était la clé maîtresse. La gravité n'est pas une force qui vous tire vers le bas. C'est une illusion créée par votre référentiel. Voici le cœur de la relativité générale d'Einstein, révélée en 1915. Elle décrit une réalité unifiée à 4 dimensions appelée espace-temps. Un objet massif comme le Soleil n'exerce pas une force. Il crée une profonde dépression dans le tissu de l'espace-temps. Cette courbure, c'est la gravité. Un corps comme la Terre, se déplaçant à proximité, suit simplement le chemin le plus droit possible, une géodésique, dans ce relief nouvellement courbé. Comme l'a résumé Wheeler, la masse dit à l'espace-temps comment se courber, et l'espace-temps courbé dit à la masse comment se mouvoir. Ce nouveau modèle radical n'était pas que philosophique. Il faisait des prédictions concrètes. Il expliquait parfaitement une minuscule anomalie persistante dans l'orbite de Mercure. La trajectoire elliptique de la planète tourne lentement, ou précesse, au fil du temps d'un montant que les lois de Newton ne pouvaient expliquer. Les équations d'Einstein, intégrant l'intense courbure de l'espace-temps si proche du Soleil, prédisaient cette précession avec une précision parfaite. Le bug cosmique fut résolu non en trouvant une planète cachée, mais en installant un nouveau système d'exploitation pour l'univers. La théorie d'Einstein fit une prédiction audacieuse et testable, totalement hors du champ newtonien. Si la gravité est la courbure de l'espace-temps, elle doit courber la trajectoire de tout ce qui le traverse, y compris la lumière. Ces calculs montraient que la lumière des étoiles, passant tout près du bord du Soleil, devait être déviée d'une quantité précise et mesurable. Normalement, observer ces étoiles est impossible, noyées dans l'éblouissement solaire. La seule chance de test se présente lors d'une éclipse totale, quand la Lune sert de bouclier naturel, révélant les étoiles près du limbe solaire dans un ciel assombri. L'occasion parfaite survint le 29 mai 1919. Une expédition britannique, menée par l'astronome Sir Arthur Eddington, envoya 2 équipes à des lieux différents pour maximiser les chances de ciel dégagé. L'une alla à Sobral, au Brésil, et Eddington lui-même se rendit sur l'île de Principe,
au large de l'Afrique de l'Ouest. À principe, la matinée de l'éclipse apporta un orage torrentiel. À travers des éclaircies, l'équipe d'Eddington captura anxieusement quelques plaques photographiques durant les brèves minutes de totalité. Des mois plus tard, après une analyse minutieuse, les résultats furent annoncés devant une salle silencieuse à la Royal Society de Londres. Comparées à des photos de référence du même champ d'étoiles prises de nuit, les positions des étoiles proches du bord solaire avaient bel et bien changé. La quantité de déviation correspondait parfaitement à la prédiction d'Einstein, pas à celle de Newton. L'univers s'était courbé. Cet effet, aujourd'hui appelé lentille gravitationnelle, est devenu un outil fondamental de l'astronomie moderne. D'immenses amas de galaxies agissent comme des télescopes cosmiques, leur gravité collective courbant et grossissant la lumière de galaxies bien plus lointaines situées derrière eux. Cela crée de saisissants artefacts célestes, des arcs de lumière étirés d'une galaxie d'arrière-plan, ou même des images multiples du même objet. En alignement parfait, il peut former un anneau d'Einstein complet. En cartographiant ces distorsions, les astronomes ont pu déduire pour la première fois la répartition de la matière noire, une substance mystérieuse qui interagit gravitationnellement mais n'émet aucune lumière. Aujourd'hui, le télescope spatial James Webb utilise l'effet de lentilles d'amas massif comme loupe naturelle pour remonter le temps et observer certaines des premières galaxies de l'univers. Vous utilisez une confirmation pratique de la relativité chaque jour. Le GPS de votre téléphone repose sur un réseau de satellites, chacun portant une horloge atomique ultra précise. Comme ces satellites se déplacent à grande vitesse, leurs horloges battent légèrement plus lentement que les nôtres, d'environ 7 microsecondes par jour, effet de la relativité restreinte. Mais parce qu'ils sont plus loin du puits gravitationnel terrestre, dans une région d'espace-temps plus plate, leurs horloges avancent d'environ 45 microsecondes par jour, effet de la relativité générale. Le résultat net est un gain d'environ 38 microsecondes quotidien. Sans correction continue prévue par Einstein, votre position GPS dériverait de plus de 10 km chaque jour. Le simple fait que votre téléphone fonctionne est une preuve constante de la courbure de l'espace-temps. Enfin, la mission Gravity Probe B de la NASA, une expérience d'une précision fantastique lancée en 2004, confirma une autre prédiction d'Einstein. Un corps massif en rotation, comme la Terre, entraîne littéralement le tissu de l'espace-temps, torsadant la géométrie de notre univers local. Le rôle ultime de la gravité dans le cosmos est celui de maître architecte et sculpteur. L'histoire de notre système solaire débuta il y a 4,6 milliards d'années, comme un vaste nuage diffus et froid de gaz et de poussière. Au fil de millions d'années, la gravité entreprit son patient travail, attirant lentement la matière vers l'intérieur. En se contractant, le moindre mouvement initial fut amplifié par la conservation du moment angulaire. Le nuage tourna de plus en plus vite, s'aplatissant en un large disque en rotation appelé disque protoplanétaire. En son centre, densité et pression devinrent si immenses que la fusion nucléaire s'alluma et une étoile, notre Soleil, naquit. Dans ce disque en rotation, la gravité agit comme un trieur céleste. Dans les régions internes brûlantes, proches du jeune Soleil, seuls les éléments lourds à haute température de condensation, comme le fer et les silicates, pouvaient se solidifier. La gravité rassembla ces grains en cailloux, les cailloux en blocs, puis en petites planètes denses et rocheuses. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Plus loin, au-delà d'une limite cruciale dite ligne de givre, les températures permettaient aux composés volatiles, eau, ammoniac, méthane, de geler en glace solide. Là, la gravité put accumuler d'énormes quantités de roches et de glace, formant les noyaux massifs des géantes gazeuses et glacées. Une planète comme Jupiter devint assez massive pour capter et retenir les gaz primordiaux légers, hydrogène et hélium, composant l'essentiel du disque. Ce processus établit une zone boucle d'or gravitationnelle pour la vie. Une planète trop légère, comme Mars, ne retient pas une atmosphère épaisse, ni l'eau de surface à l'échelle géologique. Trop massive, elle devient une géante gazeuse sans surface solide. La Terre se trouve au juste équilibre. Assez de gravité pour garder océan et atmosphère, pas au point d'être écrasante. Même à la surface terrestre, la gravité pilote forme et fonction biologique. Les plantes présentent un gravitropisme, un sens évolué qui dirige les racines vers le bas et les pousse vers la lumière. Chez les animaux, la loi du carré cube impose une stricte limite architecturale. Quand la taille augmente, le volume, donc le poids, croît au cube
alors que la section des os et muscles, source de la résistance, ne croît qu'au carré. Ainsi, une minuscule fourmi peut porter plusieurs fois son poids, tandis qu'un grand animal comme l'éléphant a besoin de jambes piliers pour contrer la compression implacable de la gravité. Cette relation mathématique dicte la taille maximale des animaux terrestres. Aux plus grandes échelles, notre Voie lactée, ville gravitationnelle de centaines de milliards d'étoiles, orbite un trou noir supermassif central. C'est en étudiant les courbes de rotation galactique dans les années 1966 que l'astronome Vera Rubin mit au jour un profond mystère. Elle observa que les étoiles périphériques se déplaçaient bien trop vite. D'après la matière visible, étoiles, gaz, poussière, ces étoiles externes auraient dû aller bien plus lentement, sinon être éjectées dans l'espace intergalactique comme quelqu'un lâchant un manège en rotation. La seule façon pour la galaxie de se maintenir était d'être plongée dans un vaste halo invisible d'une substance inconnue, fournissant l'adhérence gravitationnelle manquante. On l'appela matière noire. Le travail de Rubin révéla que toute la matière visible ne représente qu'environ 15% de la matière totale de l'univers. Les 85% restants sont quelque chose d'invisible, connu seulement par son influence gravitationnelle. À l'échelle de milliards d'années-lumière, les galaxies ne sont pas dispersées au hasard. Elles forment un vaste réseau appelé toile cosmique, fait de filaments lumineux et d'amas denses entourant d'immenses vides. De puissantes simulations montrent comment la gravité, agissant sur de minuscules fluctuations de densité juste après le Big Bang, a sculpté cette structure pendant 13,8 milliards d'années. La toile cosmique est l'arène d'un combat permanent. La gravité, bâtisseuse, rassemblant la matière en étoiles, galaxies et vie, contre l'expansion inexorable de l'univers qui veut tout étirer vers une uniformité froide. L'ère moderne de la recherche gravitationnelle est définie par des énigmes cosmiques à la limite de notre compréhension. La prédiction la plus extrême de la relativité générale, les trous noirs, région où la masse si concentrée rend l'espace-temps infiniment courbé, ouvrant une brèche d'où rien, pas même la lumière, ne s'échappe. Pendant des décennies, ce ne furent que des curiosités mathématiques. Nous en avons maintenant vu l'ombre. Le télescope Event Horizon, réseau mondial d'observatoires radio, synchronisé en un instrument à l'échelle de la Terre, a capturé des images directes de ces géants cosmiques. D'abord dans la galaxie M87, puis, plus récemment, de Sagittarius A, au centre de la Voie lactée. La théorie d'Einstein prédisait que des événements cosmiques violents, comme la fusion de trous noirs, enverraient des ondulations dans l'espace-temps lui-même, des ondes gravitationnelles. Le 14 septembre 2015, l'observatoire LIGO détecta la première de ces signatures, un faible frémissement issu de deux trous noirs fusionnant à plus d'1 milliard d'années-lumière. Après des siècles d'observation, l'humanité pouvait enfin écouter l'univers. Depuis, les détections ont explosé. La collaboration LIGO-Virgo-CAGRA, lors de sa 4e campagne achevée fin 2025, a enregistré des centaines d'événements, dont GW2 le 14 janvier 2025, la fusion de trous noirs la plus claire et la plus puissante jamais observée. La force exceptionnelle du signal GW2 a permis des mesures d'une précision inédite et apporté la preuve la plus nette du théorème de l'air de Stephen Hawking, confirmant que la surface des trous noirs ne diminue jamais dans les processus classiques. Alors que notre confiance dans l'architecture du cosmos grandissait, une découverte choquante survint. À la fin des années 1990, l'étude de supernovas lointaines révéla que l'expansion cosmique ne ralentit pas, elle accélère. Une influence répulsive inconnue pousse l'espace à s'étendre de plus en plus vite. Cette force, appelée énergie sombre, représenterait près de 70% de l'univers. Souvent reliée à la constante cosmologique, une énergie du vide, l'énergie sombre pourrait évoluer avec le temps selon des données récentes du DESI, une possibilité susceptible de redéfinir le destin ultime de l'univers. L'avenir de la gravité se situe à la frontière de la physique, là où relativité générale et mécanique quantique s'entrechoquent. La relativité décrit un espace-temps lisse et courbé pour planètes et galaxies. La théorie quantique régit le monde microscopique des particules et des probabilités. Confrontés aux extrêmes, singularité des trous noirs ou premier instant du Big Bang, les deux théories échouent.
les réunir en une théorie unique de gravité quantique demeure le plus grand défi non résolu. L'un des indices les plus forts de nos lacunes est l'extraordinaire faiblesse de la gravité. Parmi les 4 forces fondamentales, elle est stupéfiante de faiblesse. La force électromagnétique entre 2 protons est environ 10,36 fois plus forte que leur attraction gravitationnelle, d'où le fait qu'un petit aimant surmonte l'attraction de toute la Terre. Ce mystère, dit problème de hiérarchie, suggère qu'un niveau plus profond est à l'œuvre. Une idée audacieuse vient de la théorie des cordes. Notre univers pourrait avoir des dimensions spatiales supplémentaires. Les autres forces seraient confinées à nos 3 dimensions familières, tandis que la gravité fuit vers des dimensions cachées, diluant sa force. La gravité peut sembler faible, parce que nous n'en percevons qu'une fraction réelle. Possibilité plus radicale encore, la gravité n'est pas fondamentale, mais émergente. Dans cette vision, l'espace-temps et la gravité ne sont pas le code de base de l'univers, mais surgissent collectivement d'un niveau plus profond, peut-être tissé d'informations quantiques. Tout comme la température émerge du mouvement de nombreux atomes, gravité et espace-temps pourraient être des effets à grande échelle d'innombrables interactions microscopiques. Si c'est vrai, la gravité n'est pas une loi à découvrir, mais un système à décoder. Résoudre la gravité quantique dépasse la théorie. Cela pourrait révéler l'origine de l'univers et ouvrir des technologies transformatrices. Ceci est la dernière frontière de la physique. From the pressure beneath your feet to the warped depths of a black hole, gravity is not a pull. It is the shape of reality itself, the architect of worlds and the framework of existence. Notre voyage nous a mené de la force universelle de Newton à l'espace-temps courbé d'Einstein, montrant comment la gravité bâtit les planètes, façonne la vie et lie les galaxies en toile cosmique. Pourtant, les mystères les plus profonds demeurent, matière noire, énergie sombre, et le conflit non résolu entre relativité et mécanique quantique. De la naissance du temps au destin du cosmos, la gravité est le principe silencieux qui guide tout, et nous ne faisons que commencer à comprendre sa conception. Si cela vous a fait réfléchir, ne serait-ce qu'un instant, alors c'est exactement le genre de science qui mérite de se diffuser. Si vous voulez d'autres explorations profondes et honnêtes comme celle-ci, aidez-nous à booster cette vidéo. Cliquez sur j'aime, partagez-la avec une personne dont vous voulez élargir l'esprit aujourd'hui, et assurez-vous d'être abonné. Votre boost indique à l'algorithme que ces idées comptent, et que ce type de réflexion doit aller plus loin.